Alors aujourd'hui, nous parlons du plan d'action pour 2026. En fait, nous avons commencé 5 jours, depuis 5 jours, c'est le cinquième aujourd'hui, nous avons consacré ce moment à la famille. Et chaque jour à 20 heures, nous nous sommes retrouvés ensemble pour soulever une des thématiques concernant la famille. Nous sommes passés des vérités, des blessures, de la communication. Nous avons abordé 4 sujets les 4 premiers jours. Et aujourd'hui, nous abordons l'entrée en 2026. Entrée en 2026 étant transformée. Donc, l'idée ici est de transformer votre couple et arrêter de subir. Moi, je vous ai dit dès le début, moi, je suis un coach, je ne suis pas un exhortateur. Je suis là pour la pratique. Après l'exhortation, c'est la pratique. Donc, la journée d'aujourd'hui, notre réunion d'aujourd'hui sera purement pratique parce qu'il faut arrêter de subir en 2026. Et pour arrêter de subir en 2026, il faut bâtir ensemble une relation intentionnelle et épanouie. Qu'est-ce que j'entends par intentionnel? Cela veut dire que ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, c'est quelque chose pour lequel vous travaillez pour obtenir le résultat. Alors pourquoi un plan d'action conjugal pour 2026? Parce que les couples solides n'avancent pas au hasard. Les couples qui réussissent ne réussissent pas au hasard. C'est parce qu'ils savent là où ils ont commencé, là où ils vont, qu'est-ce qu'ils ont eu comme difficulté, et ils savent surtout comment y aller. Et pour savoir comment y aller, ils travaillent. Ils commencent par se dire 2025 s'est passé comment? Quelles étaient les erreurs en 2025 et qu'est-ce qu'on peut corriger pour entrer en 2026 de manière efficace, de manière à pouvoir s'épanouir. Et c'est clair que si vous n'avez pas une vision pour 2026, vous allez entrer en 2026 dans les frustrations. Vous allez entrer dans les frustrations parce que vous entrez sans savoir où vous allez. Il faut vraiment un concours de circonstances pour que vous vous en sortez en entrant sans aucune boussole, en entrant sans aucune carte géographique qui vous permette de savoir où vous allez. Donc aujourd'hui, mon idée est que nous mettions en place une feuille de route. Elle sera faite de 7 étapes principales pour bâtir notre feuille de route conjugale pour 2026. Une feuille de route qui va transformer en profondeur notre relation conjugale. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, on est déjà mal et on n'y croit plus. C'est normal de penser cela, mais c'est pour cela que nous devons faire le bilan de 2025, parce que c'est ce bilan qui nous permettra de bien savoir ce qui n'a pas marché. Le hasard détruit les couples. Vivre au hasard détruit les couples. Attendre la providence détruit les couples. Nous voulons que ce soit l'intention, la volonté, l'engagement, le plan qui fasse grandir le couple. Je suis Roger Fondy, je suis conseiller conjugal et coach, et je suis l'auteur de 21 jours pour son conjoint. Je rappelle toujours que je suis marié depuis 1996. Donc, je suis, on va dire, à 30 ans de mariage aujourd'hui. Mon email est roger.fondi@familleaccueil.com et mon WhatsApp est disponible. Et nous avions dit que pendant cette période, mon WhatsApp serait disponible. Malheureusement, il y a quelqu'un qui essaie de me contacter aujourd'hui, mais il m'a contacté par mon contact personnel, donc le contact que je n'utilise pas pendant cette semaine-ci. Voici le vrai contact par lequel il faut me connecter. 697 520 098, c'est lui qui permet de discuter dans cette semaine-ci. L'autre contact, j'y réponds, mais pas de manière, pas tout le temps, tout le temps. Mais je demande pardon à celui qui a essayé de me joindre aujourd'hui sans succès. On va essayer de rattraper cela. Mais ce numéro-ci, lui au moins, il permet de se connecter et de pouvoir discuter sereinement avec nous. Donc, si ma présentation est faite, passons à la première étape, parce que j'ai dit qu'il y a 7 étapes ce soir. Nous n'allons pas perdre le temps. 7 étapes ce soir. L'idée pour nous, c'est de savoir où nous allons. Savoir où nous allons pour 2026 et se mettre au travail pour 2026. Pour ceux qui arrivent pour la première fois, tous ces 4 premiers jours, et même celui d'aujourd'hui, sont dans une page de replay. Donc, si vous avez manqué les autres jours, vous pouvez les revoir dans la page des replays. Quand Lisa sera là, elle va vous communiquer la page des replays
dans le groupe et vous pourrez attaquer cette page-là et obtenir tout ce que vous n'avez pas eu avant. Première étape de notre travail pour entrer en 2026 efficacement, c'est le bilan. Bilan, la Bible dit même que quelqu'un qui veut construire doit d'abord s'asseoir et évaluer, faire le point. Le bilan pour nous, c'est regarder la vérité en face. Regarder oh, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et pour faire le bilan, rappelez-vous que c'est votre bilan et donc vous avez besoin d'honnêteté. Vous ne faites pas le bilan pour quelqu'un. Vous ne faites pas le bilan pour une vaine gloire. Vous faites votre propre bilan conjugal. Donc, quelles ont été les réussites en 2027? Qu'est-ce que vous considérez comme étant des réussites? Y a-t-il eu des moments forts où tu peux dire, oui, le Seigneur a été au contrôle, le Seigneur m'a apporté ceci, ceci a marché dans ma vie. Voilà une victoire que j'ai eue sur quelque chose qui me dépassait depuis. Ou alors, si tu étais en train de réaliser un projet, nous sommes passés à la prochaine level, le prochain niveau dans le projet dans lequel nous travaillons. Donc, les réussites, essaie de les évaluer. Je rappelle simplement que je n'insiste pas dessus parce qu'il est prévu qu'en janvier, du 5 au 9, je crois, je n'ai pas la carte devant moi, nous allons organiser 5 jours de bilan de couple. 5 jours de bilan de couple. Vous aurez les indications tout à l'heure. Donc, nous commençons quand même par dire qu'avant janvier, là, tu peux déjà mesurer quelles sont les réussites de 2025. Tu peux récapituler ton 2025, même mois par mois, pour savoir est-ce que janvier, qu'est-ce qu'il y a eu février. Mais si tu ne te souviens pas comme ça, essaye quand même de te rappeler pourquoi tu as rendu grâce à Dieu en 2025. Essaie de te souvenir des petits éléments qui ont, qui ont été positifs en 2025. Mais il n'y a pas que des choses positives en 2025, je le concède. C'est pour cela que tu vas aussi regarder les frustrations. Qu'est-ce qui a été comme difficulté dans votre couple en 2025? Quelles sont les tensions qu'il y avait? Quels sont les besoins que tu avais, enfin, que vous aviez, qui n'ont pas été satisfaits en 2025? Est-ce qu'il y a eu des échecs, des vrais? Est-ce que tu te souviens de ces échecs-là? Est-ce que tu peux les énumérer? Je rappelle que dès le premier jour, j'ai dit à chacun d'avoir son bloc-notes pour prendre des notes pendant que nous parlons. Maintenant, nous parlons des frustrations que tu as subies ou que votre couple a subies en 2025. Et enfin, dans ce bilan, pose-toi la question de savoir quel aspect de votre couple nécessite une attention particulière de manière urgente pour éviter la dérive. C'est-à-dire que tu imagines que, pour te montrer un peu l'image, comme si ton couple était au bord du précipice, en train de vouloir tomber. Qu'est-ce qu'il faut faire rapidement là? Qu'est-ce qu'il faut faire rapidement pour pallier à cela? Un peu le genre où on dit que le malade est arrivé gravement blessé à l'hôpital et qu'est-ce qu'il faut faire pour le garder en vie avant qu'on ne gère sérieusement la situation? Quel aspect de ton couple nécessite ce moment d'attention particulière pour cette année-ci? Quelle est cette partie de votre couple? Quelle est cette partie de votre couple qui nécessite une attention particulière pour 2025? Donc, première étape, j'ai dit, il y en a 7. Première étape, bilan. Dans ton bilan, première colonne, les réussites. Deuxième colonne, les frustrations. Vous voyez que je ne dis pas les échecs, les frustrations. Troisième colonne, les critiques, les domaines critiques. C'est-à-dire là où on sait que si on ne fait pas attention, l'affaire peut se faire éclater notre couple. Deuxième étape, on a vu là où, on va dire, on a fait le bilan, oui. On sait déjà ce qui s'est passé en termes de force, de faiblesse, des choses à traiter rapidement. Maintenant, on part où? Parce que pour avoir un plan, il faut d'abord savoir où on part. Parce que imagine quelqu'un qui te demande le chemin sans savoir où il part. Est-ce que ça a le même sens? Si tu es devant ta porte, là, quelqu'un sort, tu sors, il dit, je voudrais connaître mon chemin. Je dis, oui, d'accord, mais tu vas où? Bon, je ne sais pas. Mais tu ne sais pas comment je vais t'aider. Donc, la première chose, c'est savoir où tu vas. Quelle est votre vision? Une vision simple, hein. Je ne demande pas un travail complexe. Je ne parle pas de vision ésotérique, là, ou trop spirituelle. Je parle de quelque chose de simple. Parce que c'est ça qui va guider vos décisions. Qu'est-ce que nous voulons que notre couple soit en 2026? Voilà la principale question.
quel couple nous voulons devenir en 2026. Tu définis l'identité de ce couple-là. Nous voulons être plus connectés, nous voulons être plus spirituels, nous voulons être plus équilibrés, pardon, nous voulons être plus complices. Mais la vérité, c'est que si tu écris ça, mon frère, ma soeur, tu auras fait un mauvais travail. Parce que je vous ai dit, nous, on est intentionnel. Et les gens intentionnels sont smart. Smart, ça veut dire que tu dois avoir des objectifs qui sont mesurables. Quand tu dis que vous allez être plus connecté, ça veut dire quoi en 2026? Quand tu dis que vous serez plus spirituel, ça veut dire quoi? Quand vous dites que vous serez plus équilibré, ça veut dire quoi? Comment on mesure? Comment en mars 2026, tu pourras dire si vous êtes déjà plus connecté que vous ne l'étiez en décembre 2025? Uniquement si tu as des mesures. Si tu as des mesures que tu mets en place, si tu mets des mesures en place, elles te permettront en 2026 de dire, OK, on avait prévu pour être plus connecté que, parce que hier, j'ai donné un petit, comment on va dire ça, j'ai donné une petite stratégie pour rester connecté, mais tu peux maintenant les chiffrer et dire, OK, être connecté, ça veut dire que chaque semaine, je dois avoir fait telle chose 3 fois, ou 4 fois, ou 2 fois. Je dois faire ça matin, midi, soir. Vraiment, des actes, des plans d'action clairs qui ne sont pas des choses simplement descriptives. Je vais être plus spirituel. Tu veux être plus spirituel, ça veut dire quoi? Vous voulez que votre couple soit plus spirituel, ça veut dire quoi? Vous partez d'où? Qu'est-ce que vous étiez avant? Plus spirituel, ça peut vouloir dire nous prions 3 fois par jour. Ça peut vouloir dire nous méditons notre parole chaque matin à 5 heures, de manière précise. C'est-à-dire que ce que vous voulez devenir en 2026 doit être précis. Tel que quelqu'un à qui vous confiez ça peut mesurer et dire oui, vous l'avez vraiment été. Deuxième chose, on a dit ce qu'on veut devenir. Mais deuxième chose, il y a aussi ce que nous voulons sentir. Comment nous voulons nous sentir. Là, on est au niveau des émotions. Là-bas, on était au niveau des actes, des actions à poser. Maintenant, on est au niveau des émotions. Qu'est-ce que nous voulons dire ensemble? Ta femme peut dire, j'aimerais me sentir en sécurité dans cette couple. Le mari peut dire, j'aimerais qu'on me respecte. J'aimerais qu'il y ait de la passion. J'aimerais qu'il y ait du rire dans notre couple. J'aimerais que notre couple soit un couple qui s'amuse. Donc, comment voulez-vous sentir en 2026? L'idée ici, pour moi, est toujours que je parle d'une approche d'une personne intentionnelle. Je ne parle pas d'une approche d'une personne qui subit, qui est seulement là en disant, ah, si c'est amusant, on va rire. Ah, si c'est drôle, on va rire. Mais quelqu'un qui cherche ce qui est amusant et l'amène à la maison. Pas quelqu'un qui le subit. Quel changement concret, troisième chose, vivrons-nous? Quel est le résultat visible que je veux avoir en décembre 2026? C'est-à-dire que quelqu'un qui a vu mon couple aujourd'hui, qu'est-ce que je vois, je veux qu'il voit en 2026? Quel est le résultat que chacun, ou alors que le couple doit atteindre en 2026? C'est-à-dire que si on doit témoigner en décembre 2026, je vais dire, j'aimerais que ce jour-là, je dise que je suis devenu ceci. Et vous voyez que on n'est pas encore à cette date, mais avant que ça arrive, tu es déjà en train de dire ce que tu aimerais que arrive. Et donc, du coup, ton travail de cette année, de l'année 2026, consistera à te tailler pour être à l'image de ce que tu souhaites être à la fin de l'année. Cela veut dire que ton année ne sera pas une année où tu fais des choses sans savoir où tu vas, mais ce sera une année où tu sais là où tu vas de manière claire. Donc, on a dit, on commence par faire son bilan de 2025. Deuxième chose, on définit là où on va en termes de vision, ce que je veux être en 2026. Je rappelle que toutes ces étapes-là, on peut en reparler inbox. N'hésitez pas si vous avez des difficultés à comprendre ce qu'on parle. Troisième étape, c'est de dire qu'est-ce qui fait un couple qui est solide. Qu'est-ce qui fait un couple qui est solide? Hier, j'ai commencé en définissant trois choses, trois piliers. Il y avait la communication, la connexion émotionnelle et la vie spirituelle. Aujourd'hui, j'ajoute l'organisation familiale, c'est-à-dire structurer la vie quotidienne pour réduire le stress et créer plus d'harmonie dans le couple. Ça veut dire quoi? Les femmes se plaignent beaucoup ces jours-ci de ce qu'on appelle la charge mentale, c'est-à-dire le fait de penser aux choses qu'il y a à faire à la maison, pendant que les hommes n'y pensent même pas. Ça ne passe même pas dans leur esprit qu'il y a quelque chose à faire à la maison. Quand ils rentrent, ils se lavent, ils mettent les deux pieds sur le canapé,
sur le guéridon, il allume la télé et il attend la suite. Pour lui, la suite est automatique. Je pose même la question souvent aux jeunes qui vont se marier. Il y a deux célibataires qui vont se marier. Je leur demande que, bon, quand vous serez sortis de la nuit de noces et que vous serez rentrés à la maison, comment va se faire le repas? De manière naturelle, ils savent déjà que c'est l'épouse qui va faire le repas. C'est-à-dire, ils ne réfléchissent même pas que je peux être un gars galant et me dire la première fois où ma femme est avec moi, je vais lui faire plaisir en lui offrant un petit déjeuner que j'ai fait moi-même. Non, ça ne passe même pas dans sa tête. Il réfléchit comme son arrière-grand-père. Il sera là, jeune marié, sa femme va se taper de travail à la cuisine, elle va transpirer, ensuite elle va se laver, ensuite elle va le rejoindre au salon. Non, l'organisation de la famille s'est dit, on va structurer notre famille, on va responsabiliser chacun, de telle sorte que si un compartiment de notre vie quotidienne ne donne pas, la personne responsable devra répondre de ses responsabilités qui n'ont pas été traitées. Et ça apporte plus d'harmonie que des couples où il n'y a aucune organisation et les choses se font à l'improviste. Il y a même des couples où les messieurs pensent que la femme aime le travail domestique. Il va te dire que non, elle aime faire ça. Elle aime, non, ma femme aime préparer, hein, ma femme aime la vaisselle, hein, ma femme aime faire, passer la serpillière, ma femme aime. Et du coup, il ne s'en occupe pas. Dans la répartition des tâches que j'enseigne, je dis qu'on ne va pas répartir les tâches uniquement en termes de ce que quelqu'un aime faire ou en termes de ce qu'il sait faire. Il y a des choses que tu vas apprendre à faire. Si tu ne sais pas faire, tu devras apprendre pour faire partie de la relation conjugale. Tu ne vas pas t'accrocher en disant, ah non, mais lui, il maîtrise, hein. Comme certains disent souvent, oh, elle gère bien l'argent, hein, donc c'est elle qui gère l'argent. C'est quoi? C'est la punition. Elle ne gère pas bien l'argent. Tu ne gères pas bien l'argent. C'est un constat, c'est un bilan. Maintenant, tu dois t'inscrire à une formation pour apprendre à gérer l'argent, pour ne pas laisser une charge à une seule personne. Hier, nous avons parlé de la communication, apprendre à s'écouter, apprendre à s'exprimer, à parler de ses besoins. J'ai même dit que dans un de mes livres, les secrets de la communication conjugale, j'ai consacré tout un chapitre entier qui parle uniquement, tout un chapitre qui parle uniquement de libérer la parole dans le couple. Libérer la parole. Parce que je suis conscient qu'il y a des gens qui ont bloqué la parole dans le couple. Son conjoint n'a pas le droit d'ouvrir la bouche. La communication, c'est que tout le monde doit parler. Il n'y a pas quelqu'un là qui est seulement là, que c'est lui seul qui parle. Personne n'a la parole dans le couple. Hier, nous avons aussi parlé de la communication, la connexion émotionnelle. On a dit qu'il faut mettre en place même des rituels de connexion. Pouvoir consacrer une minute de connexion, on a dit 60 secondes, une minute de connexion quotidienne, que quand tu rentres là, tu regardes ton conjoint dans les yeux d'amour. Tu le regardes avec des yeux d'amour, tu lui adresses un sourire d'amour et tu lui fais un câlin d'amour. Une minute, on n'a pas dit 2 heures, une minute tous les jours. Que tu mettes ça tous les jours. Parce que je vous ai dit, moi, je suis dans le coaching, je ne suis pas dans, euh, comment on va dire ça, l'exhortation. Je ne suis pas dans un rôle de pasteur ici, je suis dans un rôle de coach. Et donc, je vous donne des choses à faire de manière intentionnelle. Donc, tu lui consacres une minute chaque jour. Une minute. Une minute que tu sais que chaque jour, il doit ressentir que tu lui as souri. Il doit ressentir que tu lui as fait un câlin. Il doit ressentir que tu l'as regardé dans les yeux. Le regard d'amour. Et puis, nous avons aussi parlé de la vision spirituelle. Et nous avons dit qu'il fallait mettre en place des rituels, comme prier ensemble en se tenant les mains. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des conflits. La gestion des conflits, on dit même d'ailleurs, ici dehors, que celui qui veut la paix prépare la guerre. C'est vrai aussi dans la relation conjugale que si tu veux vivre en paix, prépare la gestion des conflits, prépare les conflits dans ce sens que tu apprends à gérer les conflits avant qu'ils n'arrivent chez toi. Cela va consister donc à mettre en place des mécanismes, à développer des outils qui permettent de gérer les situations quand les situations arrivent. Le deuxième jour, j'ai même parlé du joker. J'ai dit qu'on peut décider dans une relation conjugale d'avoir des jokers quand il y a un conflit. Le joker, c'est un mort. Que tu vois que la tension monte déjà, tu sors le joker, tu dis, OK, joker, donc on arrête tout. On reporte la discussion. Et j'ai dit même pour cela que remarquez que les jokers dans un jeu de cartes de 50, je crois que c'est 52 ou 54 cartes, il n'y a que 2 ou 3 jokers, hein. Il n'y a pas 1000 jokers. Pour dire que
Dans la gestion des conflits, quand vous allez développer vos outils, il n'y aura pas 10 jokers. On ne reporte pas une discussion de couple 1000 fois. Ça devient la fuite en avant, ça devient euh, l'évitement. Il s'agit que nous, on s'est accordé que si la tension monte, parce qu'on ne doit pas discuter sur tension, on s'est accordé que si la tension monte, celui qui est plus calme, celui qui est encore plus lucide, sort le joker. Il tape le joker sur la table, ça veut dire on stoppe d'abord tout, on se calme. Calm down, comme disent les anglophones. On dit c'est calm down. On se calme, on se calme. Mais si à chaque discussion, tu tapes le joker, ça veut dire que tu n'es pas dans un vrai jeu de cartes, parce que dans un jeu de cartes, il n'y a pas autant de jokers. L'autre pilier de la vie de couple dont je n'ai pas parlé hier, c'était les finances. Il faut avoir des objectifs financiers. Un couple qui veut s'en sortir au niveau des finances doit avoir des objectifs financiers. Calme down, calme down. OK, calme-toi et mets ça au sol. Calme down. Merci, Bénéris. Donc, calme down. Je disais donc qu'un couple qui se respecte doit avoir des objectifs financiers. Parce qu'à partir des objectifs financiers, on gère souvent mieux l'argent que nous avons. Quand nous n'avons pas d'objectif financier, on a tendance à dilapider ce que nous avons. Les gens qui ont un objectif financier, là, comme construire une maison ou acquérir un terrain ou voyager pendant les vacances, tout ça, vous allez voir qu'ils gèrent leur argent différemment de ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas, ils vont gérer jusqu'à terminer l'argent. Ils vont gérer jusqu'à terminer l'argent. Donc, le fait d'avoir des projets financiers encourage le couple à gérer de manière efficace les finances qu'ils disposent. Donc, la troisième étape consistait donc à dire, voici les 6 piliers du couple que tu dois intégrer en 2026. Communication, connexion émotionnelle, vie spirituelle, organisation familiale, gestion des conflits, finances et projets. Cela veut dire que quoi? Pour dire en français simple. Cela veut dire que voici les domaines dans lesquels en 2026, tu dois t'équiper. Tu dois chercher l'équipement, la formation, l'information sur ces 6 domaines. Parce qu'ils sont ceux qui vont supporter ta vie conjugale. Ils sont ceux sur lesquels ta vie conjugale doit reposer. Et nous avons dans nos curricula de cours un certain nombre parmi ces choses-là que nous pourrons citer à la fin. Je peux quand même dire que pour la communication, on a prévu 5 jours de communication en 2026. Tu peux aussi commander ces 5 jours-là en privé. Mais on a aussi l'initiation à la vie conjugale, parce que nous avons constaté que c'est un projet de 4 semaines, hein, avec 2 rendez-vous par semaine. Nous avons observé que beaucoup de couples se sont mariés sans avoir été accompagnés au mariage. Et donc sont entrés dans le mariage sans connaître même comment fonctionne le mariage. Et nous avons donc mis en place l'initiation à la gestion conjugale, l'initiation à la vie conjugale. C'est un accompagnement du couple pendant 4 semaines. Donc, un mois, vous dites, on va prendre le mois de janvier pour s'équiper, connaître le vrai sens du mariage, la communication, la gestion des conflits et la sexualité, la gestion des finances, comment on travaille avec les parents et les amis de l'extérieur. Bref, un certain nombre de modules qui vont alimenter ton mois et permettre qu'en février, tu sois tranquille parce que tu es maintenant équipé par rapport au mariage. Je dis ça aussi parce que les personnes qui viennent en coaching, parfois, on se rend compte qu'ils n'ont aucune connaissance, hein. C'est-à-dire, ils se sont mariés, tu te demandes même, mais qui vous a accompagné? Parfois, ils n'ont même pas eu d'accompagnement. C'est-à-dire, ils sont allés voir le pasteur à un mois de leur mariage pour dire on va se marier. Le pasteur a dit, OK, quand vous allez vous marier, on va vous faire un petit catéchisme de mariage. Le catéchisme de mariage qui se fait à l'approche du mariage, vous êtes d'accord avec moi que vous ne pouvez pas être concentré. Moi, je me souviens quand je me mariais, on allait suivre les conseils du pasteur, mais on n'entendait rien. Je vous assure, dès que le pasteur sortait, on revenait sur la logistique. Est-ce que la personne qui devait nous acheter la viande a déjà acheté? Est-ce que celui qui devait s'occuper de la salle, il dit que quoi? La couturière dit que quoi? Et dès que le pasteur revient, on entre encore dans l'enseignement. En fait, on n'était pas concentré. Donc, ceux qui vont chez le pasteur à un mois du mariage en espérant qu'ils seront formés se trompent. Il faut se préparer au mariage. Et il y a plusieurs personnes qui accompagnent les gens dans cette préparation au mariage. Et si vous ne l'avez pas fait, faites-le maintenant que vous êtes mariés. Apprenez les b.a.-ba de la vie conjugale. Montons maintenant à la 4e étape. Quelles seront vos priorités en 2026?
Vous savez, il y aura beaucoup de choses à faire en 2026 pour réaliser vos objectifs, mais quelles sont vos priorités? Qu'est-ce que vous devez dire qu'on commence par faire avant toute chose? On commence d'abord par quoi? Si vous avez 20 choses à faire, vous ne pouvez pas faire les 20 en même temps. En parallèle, en fait, vous serez des embrouillés. Si vous faites les 20 choses simultanément, vous serez des embrouillés. D'ailleurs, vous ne serez même pas efficace. Vous ne pouvez pas tout régler en même temps. C'est pour ça que je vous propose les trois choses ici. Première chose à régler pour 2026, c'est qu'est-ce qui met en danger votre couple? Qu'est-ce qui met en danger votre couple? Identifiez ça, on gère d'abord ça. Je vous ai dit aujourd'hui que quand un malade arrive à l'hôpital, un malade grave, on commence d'abord par le garder en vie. Donc, quelle est la chose que si on traite, son pronostic vital ne sera plus compromis? Quelle est la chose que si on traite, on est sûr qu'on peut continuer les autres traitements tranquillement, mais on a réussi à le sauver. Il n'est pas mort. Donc, quel est le problème critique dans ton couple actuellement? Quel est le problème critique? Il y a un truc qui m'amuse beaucoup dans l'accompagnement parce que le fait de travailler avec beaucoup de couples, tu apprends beaucoup d'histoires et tu vois les ressemblances entre les histoires. Je me suis rendu compte en accompagnant les couples que parfois, quand tu prends un couple, tu leur demandes quel est le problème critique. En fait, ils ne savent pas. Ils savent qu'ils se sont engueulés. Ils savent que la tension monte tout le temps. Mais parfois, ils ne savent pas quel est le problème qui est en bas. Ils sont seulement excités par les effets du problème, les conséquences du problème. Et moi, je vous demande donc, on est en train d'entrer en 2026, et explore pour savoir quel est le problème qui cause les dégâts là, les dégâts irréversibles. Quel est ce problème? Tel que si on ne le résout pas, 2026 ne pourra pas marcher. Il y a des conjoints qui disent parfois que, coach, là où tu parles là, j'ai quelques rares qui me disent ça, là où tu parles là, ce n'est pas le vrai problème, coach. Qu'on communique bien là, ne va pas résoudre le problème de notre couple. Parce que notre couple, le problème de communication que tu vois, ce n'est pas le vrai problème. C'est la conséquence du vrai problème. Quel est donc ce problème critique? C'est doit être le premier à traiter. Tu as dit que c'est le premier pour lequel tu devrais, on dit que quoi? Euh, tu devrais m'importuner. C'est-à-dire que moi, Roger Fondi, je devais être importuné par toi à cause de ce problème. En disant, tonton, on n'entre pas en 2026 sans que tu nous aies aidé à gérer cette situation. Parce que cette situation, si on ne la gère pas, notre couple va éclater. Et parfois, vous négligez, le couple éclate, hein. Il explose en mille morceaux. Donc, quelle est la priorité? Première chose, traiter le problème critique. Il faut l'identifier pour voir comment on peut le résoudre. Deuxième problème, cherchez ce qui crée des frustrations dans votre couple. Pourquoi les gens sont tendus? Quel est le comportement, l'attitude, le geste qui frustre les gens dans ton couple? Il y a des maris qui sont des frustreurs professionnels. Ils ne se rendent même pas compte. Quand ils rentrent, tout le monde se sépare. Parce qu'il est antipathique. C'est comme si ces problèmes professionnels, c'est la famille qui est responsable de ça. Ils rentrent, tout le monde est frustré. Les enfants sont plus proches de leur mère parce que le père, dès qu'il entre là, il va se plaindre. Qui a laissé la chaussure ici? Hein, j'ai déjà dit qu'il ne faut pas laisser les plats traîner. Oh, j'ai déjà dit que... Aïe, qu'est-ce qui crée la frustration dans votre couple? Mon frère, quelle est la chose que ta femme fait ou ne fait pas qui te frustre? Quelle est cette chose principale qui te frustre? On est dans le moment de vérité. La chose qui empoisonne ta vie. Parce qu'il y a les femmes là, quand elles te sortent un truc là, ta journée est foutue. C'est-à-dire que tu es au bureau là, tout le monde dit que tu es rêveur. Et qu'est-ce qu'il y a, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air perdu. Mais tu es perdu parce qu'il y a une expression qu'on t'a sortie à la maison qui a perturbé toute ta journée. Donc, quelle est cette source principale de tension répétée? Quelle est cette chose qui fait que vous vous disputez tout le temps? C'est quoi? Est-ce une occupation extra-conjugale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui empoisonne la vie? Et troisième chose, on ne voit pas seulement le négatif, on voit aussi le positif. Quel est ce qui va créer le plus de bénéfices? Quand quelqu'un a sa boutique, il investit là où il y a le plus on dit quoi? De rotation et de bénéfices. Quel est l'investissement qui va apporter le plus de joie et de bénéfices à la maison? Quelle est la chose que quand vous voyez, vous vous dites, si on investit ça, il y aura la joie à la maison. Ne voyez pas l'investissement comme quelque chose de financier. Je ne parle pas des finances, mais je parle de l'investissement dans la relation conjugale. Qu'est-ce que je peux faire à mon mari?
Qu'est-ce que je peux faire à ma femme qui apporte plus de joie, qui crée plus de bénéfices à la maison? Trois choses prioritaires. Avant de commencer à dérouler les choses compliquées pour 2026, la priorité, c'est d'abord garder notre couple en vie, donc traiter le problème qui rend notre couple en danger. Deuxième chose, arrêter avec ce qui frustre, identifier ça et traiter ça. Et troisième chose, travailler durement sur ce qui rapporte à notre couple. Qu'est-ce qui rapporte à notre couple? Qui fait la joie de notre couple? Qu'est-ce qui fait que on est content d'être en couple? Étape 4. Passons maintenant à la cinquième étape. J'ai dit qu'il y avait 6 étapes. On dit 6 étapes. Nous avons 6 étapes. Je n'arrive pas à me connecter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Mais le volant est déjà avec nous, ou bien j'ai mal lu. OK. Donc, on passe à l'étape 5. Cinquième étape, l'individu. Depuis le début, les 4 premières étapes, j'ai parlé du couple. Mais je veux te rappeler que si vous êtes épuisé individuellement, le couple ne va pas avancer. Si chacun n'est pas en forme, le couple ne peut pas avancer. C'est pour ça qu'il faut que, en 2026, chacun aussi, de manière individuelle, soit en forme. C'est pour ça que je propose en étape 5 un plan pour l'épanouissement de chacun, que chacun puisse s'épanouir. C'est vrai qu'on vient dans le couple pour apporter la joie à l'autre et tout, mais si tu es frustré en permanence, ça ne peut pas aider. Tu ne peux même pas avoir de quoi apporter la joie à l'autre. Qu'est-ce que je veux améliorer en moi? C'est comme un check-up personnel. Est-ce que j'ai un bon caractère? Est-ce que j'ai de bonnes habitudes? Est-ce que je suis compétent au niveau de la relation? Chacun peut répondre à cette question. Si vous êtes sincère, si chacun est sincère avec lui-même, il n'aura aucun problème à répondre à la question concernant son propre caractère. Chacun peut savoir s'il a un bon caractère ou pas. Les mauvaises habitudes qu'il faut arrêter. Tu peux savoir par toi-même les habitudes qui sont nocives à la relation. Toi, tu sais que tu as un comportement qui est nocif à la relation. Tu sais aussi, parce que tu suis nos enseignements, qu'il y a des qualités que tu as besoin de développer. Je te recommande même de faire, pour ceux qui ne l'ont pas fait, le test de la personnalité, de tempérament. Il va te donner les forces et les faiblesses de ta personnalité. Et ça peut te donner donc à travailler des éléments comme la patience, comment on appelle ça, la maîtrise de soi, l'écoute, la générosité. Quelles sont ces choses que tu as besoin de développer en cette année? Et qu'est-ce que tu as besoin quand tu es quelqu'un de rigoureux? Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir pour aimer davantage ton conjoint? Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin peut-être de te former. Tu as besoin peut-être d'informer. Une fois, il y a un monsieur qui m'appelle. Il travaille dans une chaîne de télévision. C'est un homme un peu assez célèbre. Il me dit, j'ai un problème dans mon couple. Je voulais qu'on se parle. On se retrouve dans un restaurant et il me dit, je sais que je suis responsable de l'échec de mon couple. C'était la première fois que j'entends d'un homme confesser par lui-même qu'il est responsable de l'échec de son couple et son vœu, c'était qu'il voulait s'améliorer. Il m'a dit, frère, je veux m'améliorer. Je suis conscient que c'est moi le problème. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens, des hommes qui sont capables de se lever et dire, je suis conscient d'être le problème de mon couple. Mais lui, il me l'a dit. Et nous avons donc pensé à un programme de 30 jours. Le thème du programme, c'était redevenir un homme solide. Redevenir un homme solide. Et il m'a demandé, ça veut dire quoi? Je lui ai dit, le roi David a dit à son fils, sois un homme. Fortifie-toi, sois un homme. C'est ça que je veux que nous fassions ensemble. Que tu sois un homme. Parce que quand on dit sois un homme, ce n'est pas pour dire que tu changes de sexe. Ça a une autre signification. Donc, on a un accompagnement de 30 jours. Quand je dis 30 jours, ce n'est pas un mois. J'ai dit 30 jours. C'est-à-dire que tous les jours, il y a quelque chose que tu dois faire pour devenir un homme. Un homme de valeur, un homme d'impact, un homme solide. Chaque jour, je t'envoie une ressource, on discute ensemble. Et ce qui est intéressant dans ce genre de programme, c'est que pendant que tu fais le programme, moi, je fais aussi. Pour être dans la même longueur d'onde que toi. Ce que je te donne à faire, je le fais aussi. Si nous sommes deux, trois, tant mieux. Mais en général, c'est une personne parce que il y a des choses très intimes dedans.
Ce que je te dis faire aujourd'hui, moi-même, je le fais aussi. Donc, j'expérimente les difficultés que tu as fait, ce que je te demande de faire. Donc, je profite comme ça pour te parler de ce programme-là, de devenir un homme solide, un homme d'impact, un homme de valeur. Alors, continuons avec notre plan d'épanouissement personnel. Qu'est-ce que je change dans ma vie pour être à la hauteur, pour être un bon mari, pour être une bonne épouse? Qu'est-ce que je change dans ma vie? Qu'est-ce que je m'engage à changer? Et là, comme pour les autres que j'ai dit dans les étapes précédentes, on est dans le concret. Donc, je ne veux pas des choses qu'on ne mesure pas. Je veux, je veux m'améliorer au niveau physique. Ça n'a aucun sens pour moi. Mais si tu me dis, je vais me lever chaque 5 heures pour faire 5 kilomètres de marche, là, on est dans le concret. Si tu me dis, je vais sauter la corde 20 fois ou 30 fois, on est dans le concret. Et tu me dis, non, je vais commencer à faire le sport. Je vais commencer à faire le sport. Ce n'est pas un changement qui est mesurable. Je veux des changements qu'on peut mesurer. Donc, pour dire qu'à la cinquième étape, je reviens sur l'individu qui constitue le couple. Je dis à l'individu, améliore-toi toi-même d'abord. Fais ton amélioration personnelle. Le Seigneur nous dit même, enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil avant de venir enlever la paille qui est dans l'œil de ton conjoint, de l'autre. Donc, je fais mon plan d'épanouissement personnel pour être capable d'apporter quelque chose en 2026. Je commence à travailler sur moi-même pour être capable d'apporter quelque chose en 2026. Et en sixième étape, je mets en place des rituels. Je commence à travailler sur les rituels. Avant-hier, je vous ai dit qu'il y avait une différence entre les routines et les rituels. Et j'ai dit, ces deux mots se ressemblent beaucoup, mais pour moi, c'est péjoratif quand je parle de routine. Dans ma bouche sortie, routine, c'est pour moi, c'est comment on va, c'est quelque chose de négatif. Alors que rituel, pour moi, c'est quelque chose de positif. C'est mon discours, c'est mon jargon. Je ne dis pas que c'est ce que dit le dictionnaire, mais je dis sortant de la bouche de coach Fondi, le rituel, c'est quelque chose qui transforme positivement. Alors que la routine, c'est la zone de confort. Ça, c'est comme ça que moi, je comprends ça. Je ne dis pas que c'est ce que dit le dictionnaire. Donc, tu dois mettre en place des rituels hebdomadaires, mensuels, annuels. Et en fait, ça, parfois, on me dit, mais tonton Roger, ça devient mécanique. Ou la relation conjugale, ça devient mécanique. Je vous dis donc que les habitudes commencent par la mécanique. Les habitudes commencent par la discipline. C'est en faisant quelque chose de manière disciplinaire, régulièrement, que ça devient une habitude. Et quand c'est une habitude, ça devient, on dit souvent quoi, une seconde nature. Quelqu'un qui met en place un rituel hebdomadaire, il est sûr qu'après 2 mois, ça devient quelque chose pour lequel il n'a même pas besoin de se rappeler. Ça devient naturel pour lui. C'est pour ça que je vous impose dans ces rituels hebdomadaires. On a parlé du rendez-vous émotionnel, le temps d'écoute, la planification de la semaine ensemble. Qu'est-ce que nous faisons ensemble cette semaine-ci? Puisque chacun sort pour aller de son côté, qu'est-ce que nous avons en commun? On le planifie ensemble. On fait des programmes ensemble. On planifie même nos sorties ensemble. Ici, j'ai donné quelques exemples, hein. Pour le rituel hebdomadaire, vous pouvez ensemble vous accorder, genre, le samedi, c'est le samedi du ménage. Donc, personne ne prend le rendez-vous samedi entre 10 heures et 12 heures. Parce qu'entre 10 heures et 12 heures, chez nous, c'est le ménage général les samedis. Ou alors, euh, bref, je vais pas aller plus loin. Développer et définissez vos rituels hebdomadaires. De la même façon que vous avez des rituels hebdomadaires, il y a des rituels mensuels, là où on travaille sur des choses qu'on ne peut faire qu'une fois par mois. On peut prendre l'exemple du ménage général. On peut dire que en semaine, on passe la serpillière, on nettoie, mais on peut dire que pendant le mois, on nettoie aussi dehors, qu'on coupe les herbes, qu'on nettoie le magasin. Et le rituel annuel maintenant, ça va être plus profond. On va dire, là, on lave toute la maison, on déplace les lits, on démonte tout, on nettoie tout, on pousse les armoires, on nettoie derrière les armoires. Ça, c'est le rituel annuel. Et dans ce rituel annuel, je peux avoir des choses comme une retraite conjugale de 3 jours. Je peux avoir le bilan que je dois faire. Et vraiment, chaque année, je fais ça de manière répétitive parce que c'est un rituel. Donc, je récapitule. Tu as un rituel pour chaque semaine. Qu'est-ce que nous faisons chaque semaine? Tu as un rituel que vous faites chaque mois. Un rituel que vous faites chaque année. Si tu reviens à l'enseignement d'hier,
tu vas voir que nous avons même mis en place des rituels hebdomadaires. Les 30 secondes de connexion, là, c'est un rituel journalier, pardon. Les 30 secondes de connexion étaient un rituel journalier. Et comme pour les autres rituels, je rappelle encore que à force de faire la même chose, tu finis par, ça finit par devenir un réflexe naturel sur lequel tu ne te contrôles plus. Ça se fait de manière automatique. Maintenant, on va passer au septième et dernière étape. On va parler de, comment on va dire ça, de projet commun. Qu'est-ce que vous voulez faire ensemble en 2026? La Bible dit que deux personnes ne cheminent pas ensemble sans en être accordées. On s'accorde sur quoi pour 2026? Quel est notre projet commun? Je sais qu'aujourd'hui, les gens travaillent pour se développer individuellement, au niveau professionnel, au niveau émotionnel, dans plusieurs niveaux. Mais maintenant, pour notre couple, là, qu'est-ce que nous faisons ensemble? Qu'est-ce que nous faisons comme projet commun pour notre couple? Je te propose trois domaines. Le projet spirituel. Nous avons un certain confort spirituel. Nous avons un certain niveau de consécration. Qu'est-ce que nous avons à faire comme projet pour cette année dans notre couple? Quel est le projet spirituel que nous avons en termes d'évangélisation, en termes de participation aux œuvres, en termes de participation au soutien même aux activités qui s'occupent de l'évangélisation? Qu'est-ce que nous faisons là-dedans comme projet spirituel? L'autre projet que nous avons à faire, c'est le projet émotionnel, c'est-à-dire qu'est-ce que nous faisons pour retenir le cœur qui bat. Parce qu'au début de votre mariage, le cœur battait de manière instinctive. Maintenant que la réalité vous a rattrapé, maintenant que la vérité, non, on dit oui, la réalité est arrivée et que tu te rends compte que les instincts n'existent plus, qu'est-ce que je fais pour entretenir les émotions dans notre couple? C'est pour ça qu'on parle des voyages, des expériences nouvelles, d'un travail de complicité, quelque chose que nous faisons expressément pour faire naître l'attachement entre les conjoints. Et dernier projet, le projet matériel. Nous faisons comment pour avoir de l'argent? Nous faisons comment pour payer le loyer? Nous faisons comment pour investir? Nous faisons comment pour développer le business? Parce qu'un couple aussi peut avoir ce business. Bref, au niveau matériel, qu'est-ce que nous faisons comme projet pour 2026? Toutes ces choses-ci sont importantes pour la personne qui a suivi notre projet. Je termine donc en te présentant cette feuille de route. Je peux te l'envoyer par le groupe tout à l'heure. Les éléments que tu as besoin pour écrire ton projet de 2026. On a dit vision et priorité d'abord. Quelle est ta vision et les trois priorités? Ensuite, quelles sont les actions sur les 6 piliers que nous avons définis tout à l'heure? Et les rituels et projets, quels sont les rituels et les projets que vous allez mettre en place? Et enfin, quel est l'engagement que chaque partenaire va signer sur le document pour dire lu et approuvé? Lu et approuvé. Le couple que vous serez le 31 décembre 2026 dépend de ce que vous commencez à faire aujourd'hui. Les couples qui avancent ne sont pas les couples qui espèrent, mais les couples qui commencent leur transformation maintenant. Ils ne se disent pas que ça va commencer demain. Donc voilà globalement ce que je vais partager avec vous. Je vous ai dit hier que aujourd'hui va être le jour de clôture de notre programme. Mais je commence par vous dire, pour ceux qui viennent d'arriver, voilà mes numéros. Au cas où vous avez été bénis par le partage, on n'a pas terminé, je vais arrêter l'enregistrement pour qu'on puisse continuer. Au cas où vous étiez bénis, vous êtes bénis par ce programme, s'aimer dans ce ministère. Voilà le numéro orange, voilà le numéro Momo, vous pouvez s'aimer et nous vous serons reconnaissants pour votre générosité. Donc, permettez que j'arrête l'enregistrement et puis on continue ensemble à discuter de nos choses.